C'est assez hypocrite vu la charge de travail. Je peux en faire 50. Vous voyez, déjà, ils travaillent pieds nus. On pouvait recevoir jusqu'à 30 colis par jour remplis de prototypes. Beaucoup de gens ont voulu devenir influenceurs. Tout ça, en fait, c'est le gros problème de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. Comment, dans ce laps de temps, ils peuvent être très regardants sur la qualité des vêtements. Et ce que les marques font aussi, j'espère que je ne vais pas avoir de problème en le disant. Bienvenue sur Combien TV. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez la mode et ça tombe bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler plus précisément de la marque Shein, qui est un géant de l'industrie textile, très controversée à cause des dommages socio-écologiques qu'elle cause. Je m'appelle Shanice, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour des marques de vêtements, aussi bien dans la fast fashion que dans le luxe, et j'ai travaillé au département marketing et au département achat de plusieurs marques, que ce soit dans les cosmétiques ou dans la mode. Et récemment, j'ai vu un reportage sur Shein, c'était l'émission Capital qui passe sur M6, et j'ai décidé de le commenter avec vous, sachant que j'ai vu ce qui se passe de l'intérieur dans des marques de fast fashion. Shein, c'est une marque d'ultra fast fashion. On va définir ce que ça veut dire plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, en tant qu'ancienne employée, j'avais envie de donner mon ressenti vu de l'intérieur et de vous dire en toute transparence comment ça se passe quand on travaille dans ce type d'entreprise. Générique. Il y a tous les codes de la haute couture, des drapés déstructurés, des paillettes, des sequins, qui émerveillent le premier rang. Ah ouais. Mais la grande surprise, c'est que les prix de ces vêtements est loin de ceux du luxe. Ce haut à paillettes est vendu à moins de 22 €. Ok, donc là, le reportage commence sur un défilé que Shein aurait donné pendant la Fashion Week et ils disent que la marque reprend tous les codes d'une maison de luxe mais à moindre coût. En tout cas, ce ne sont pas des prix exorbitants. Tout ça, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, la fast fashion, déjà telle qu'on la connaît, ça a commencé en copiant le luxe et le pionnier qui a créé sa propre marque de fast fashion, c'est Amancio Ortega qui a créé la marque Zara. Amancio, il travaillait dans une mercerie, donc il a toujours eu un pied dans la mode et il a créé son propre atelier de confection et au lieu de proposer des vêtements lambda à vendre à sa clientèle, il leur a proposé des robes de chambre qui étaient la copie parfaite d'une robe de chambre de luxe qui faisait fureur à l'époque en Espagne. Donc, tout ça c'était dans les années 60. Cette robe de luxe là, en fait, c'était un marqueur social, c'était un moyen de communiquer son appartenance à une certaine caste, donc la bourgeoisie. Et donc beaucoup de gens de la bourgeoisie portaient cette robe de chambre quand ils recevaient des gens et en fait ça communiquait le message que on a de l'argent, qu'on est bien en place dans la société, etc. etc. Et Amancio, il a tout de suite compris qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter cette robe, mais qui voulaient communiquer le même message, faire comme si ils appartenaient à la bourgeoisie. Et donc, il a décidé de commercialiser la copie parfaite de la robe de luxe, très en vogue dans les années 60 en Espagne, pour pas cher, c'est-à-dire qu'il utilisait des matériaux beaucoup moins nobles et à des prix beaucoup plus abordables pour une clientèle beaucoup moins aisée. Il a compris que le vêtement, en fait, c'était une manière de communiquer son appartenance à une certaine caste, à une certaine communauté. Il était très intelligent et en 1975, il ouvre ses premiers magasins Zara. Et Zara, en fait, c'est totalement ça, c'est-à-dire qu'ils vont copier les codes du luxe à des prix beaucoup plus abordables. Ça va se voir dans les vêtements tout simplement, mais aussi dans la déco des magasins. Ça va être du bois, du métal, des couleurs assez sobres, une décoration très épurée, comme on peut retrouver dans les magasins de luxe. Et ça se voit aussi au niveau du logo qui reprend la même typographie que des logos de beaucoup de maisons de luxe. Je vous mettrai des exemples ici. Et c'est ce que reprend Shein aujourd'hui en faisant des défilés. Les défilés quand même qui sont l'image même, la Fashion Week c'est l'image même du luxe, du prestige. Être invité à un défilé, c'est vu comme quelque chose de très prestigieux. Sylvie fait du lèche-vitrine. Depuis 2 ans, cette aide-soignante prend son café, téléphone à la main, ouvert sur l'application Shein. Et c'est addictif. Je me connecte à l'application Shein au moins une trentaine de fois par jour. Alors je regarde les nouveautés, je regarde les prix aussi, parce que ça change. J'ai le droit souvent à des bons. Chaque jour, Sylvie a effectivement le droit à des coupons de réduction, à utiliser très rapidement. Donc là, c'est une stratégie typique de l'ultra fast fashion. C'est ce qui la différencie aussi beaucoup de la fast fashion, c'est qu'ils vont mettre des codes promo
tout le temps à utiliser très rapidement, comme ils le disent dans le reportage. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire cette promotion expire dans 24 heures. Et donc ça vous incite à acheter directement sans réfléchir, puisque la promotion est là pour enlever une barrière à l'achat. Sauf que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il y a des promotions tout le temps. Et de toute façon, je pense que c'est pour ça qu'on devient très addict à ce type de site-là, puisque dès qu'on y va, en fait, on a des promotions. Mais par exemple, le groupe Boohoo, qui détient la marque Boohoo, Nasty Pretty Little Things, qui est un groupe anglais, ils ont été épinglés parce qu'ils faisaient des promotions abusives et mensongères, c'est-à-dire qu'ils vous disaient qu'il y avait des promotions, mais en fait, ils gonflaient les prix pour qu'ensuite, dès que la promotion était appliquée, c'était le prix originel qui était affiché et que vous alliez payer, au lieu d'un prix promotionnel. Et donc, je crois qu'ils ont eu 100 millions de dollars d'amende. Donc, c'est bien pour vous dire que ce type de site-là, et ce qui différencie la fast fashion de l'ultra fast fashion, ça va être la promotion intempestive. C'est très différent par exemple de Zara qui fait des promotions pendant les soldes, mais qui adopte aussi une communication qui est plutôt très simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de pub. Vous verrez jamais Zara dans des campagnes de pub à la télé, avec des influenceurs, etc. Si vous regardez bien, ils essayent de se donner vraiment cette image prestigieuse, même si leurs vêtements ne coûtent pas cher. Quoique maintenant, je trouve que les prix chez Zara ont considérablement augmenté. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a une autre astuce pour avoir des ristournes. Elle doit enregistrer son passage sur l'application. Et pour en fait leur montrer que je suis là, je suis présente, donc hop, et ça m'augmente mes points, je passe à 223 points. Des points qui se transforment aussi en réduction. Ainsi. Alors là, déjà le fait, je trouve, d'avoir une application dans son téléphone pour une marque de vêtements, c'est très intrusif. Les marques qui font ça, en fait, c'est pour que le consommateur ait tout le temps cette marque en tête. Dès qu'il ouvrira son téléphone, il verra l'application de la marque et donc il pourra se dire qu'il peut acheter. Donc c'est une incitation typiquement à l'achat. Parce que le téléphone, on l'ouvre au moins une trentaine, voire une centaine de fois par jour. C'est quelque chose qui nous suit au quotidien. Ça fait que la marque nous reste en tête. Maintenant, ce que je vois aussi dans le reportage, c'est qu'il y a un système de points qui nécessite que le client se notifie quand il se connecte sur l'application et comme ça il gagnera des points qui l'amèneront à avoir des promotions. Et ça me fait penser à une technique marketing qu'on appelle la gamification, qui inclut un système de jeu et de reward dans le processus achat. Ça va être typiquement quand vous rentrez sur un site, si jamais il y a une roulette, vous voyez ce genre de roulette où vous pouvez gagner 5 € de bons d'achat ou des produits, et vous devez rentrer votre adresse mail pour faire tourner la roulette et gagner un prix. Et bien ça, c'est typiquement une technique marketing, déjà non seulement pour récupérer vos données, c'est-à-dire récupérer votre adresse mail pour ensuite vous envoyer des spams, pour ensuite vous dire s'il y a des nouvelles collections, s'il y a des promotions, pour tout simplement toujours être dans votre esprit et dans votre vie en ligne. Et ce système de points, je pense que c'est très addictif, on le voit en tout cas pour cette cliente-là qui se connecte 30 fois par jour pour pouvoir accumuler le plus de promotions possible. Et ça, c'est engager le client dans la marque, puisque la marque veut des clients qui sont actifs. Plus le client est actif, plus il sera à même d'acheter. Ces influenceurs des petites villes ont aussi des petites communautés. Ils ne s'adressent pas à des millions d'abonnés, mais seulement à quelques milliers. Et c'est un autre avantage. C'est une influenceuse qui a 35 000 abonnés. Et le niveau d'engagement, elle a 35 000 abonnés, elle fait 35 000 likes. C'est-à-dire quasiment tous ses abonnés ont liké ce lot-là. Alors là, la stratégie de Shein, c'est de faire appel à des micro-influenceurs. Je ne sais plus exactement quel est le nombre d'abonnés d'un micro-influenceur, mais en tout cas, moins de 100 000 abonnés, on peut considérer que ce n'est pas énorme, même si 100 000 abonnés, c'est quand même énorme, même 30 000 ou 20 000, etc. Ils font appel à des influenceurs qui ont des petites communautés, mais qui ont énormément d'engagement. L'engagement, ça va être le nombre de commentaires, le nombre de likes par rapport au nombre d'abonnés. Donc si vous avez 30 000 abonnés et 30 000 likes et imaginons 20 000 commentaires, ça veut dire que votre taux d'engagement est super bon parce que presque toute votre communauté interagit avec votre contenu. A l'inverse, si vous avez 1 million d'abonnés, 1000 commentaires et 4 likes, eh bien votre communauté ne se sent pas complètement engagée avec votre contenu et donc elle sera moins à même d'acheter des produits que vous leur proposerez. Et ça, les marques s'en sont rendues compte parce que avec la montée du marketing d'influence, beaucoup de gens ont voulu devenir influenceurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont mis à acheter des abonnés. Comme c'était des robots, les fameux abonnés, eh bien il y avait beaucoup moins d'engagement envers les publications de ces influenceurs
Et donc les marques investissaient dans le vide puisqu'ils investissaient dans des gens qui avaient des robots en tant qu'abonnés. Ça veut aussi dire par exemple qu'un influenceur qui a beaucoup d'abonnés mais qui n'arrive pas à faire que sa communauté soit très engagée avec son contenu va avoir beaucoup moins de partenariats, va avoir beaucoup moins d'opportunités de collaborer avec des marques. Là, la stratégie de Shein, elle est payante et encore plus sur TikTok puisque c'est un réseau qui touche énormément les jeunes et aussi qui a un algorithme particulier qui recommande d'abord des influenceurs qui sont proches de vous. Et donc, plus l'influenceur est proche de ta région ou de ta ville, plus tu vas te sentir engagé avec lui puisque tu auras beaucoup plus de points communs qu'avec un influenceur qui vit à Paris et qui est complètement déconnecté de tes réalités. Et donc ça, Shein, ils l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils investissent dans des petits influenceurs et qu'ils sont très présents sur TikTok. Sur les 1000 influenceurs avec qui Shein a travaillé, on se rend compte que leur media value, donc on peut traduire par la valeur média, c'est 17 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Shein avait voulu obtenir la même visibilité en dépensant dans du média traditionnel, donc radio, presse, télé, ça leur aurait coûté 17 millions d'euros. On peut difficilement savoir combien exactement ils ont dépensé. En revanche, on sait qu'avec des influenceurs de plus petite taille à qui ils ont plutôt promis des produits plus que des rémunérations, ils n'ont pas dépensé 17 millions d'euros. Ok, donc là, l'expert en réseaux sociaux, il nous dit que le MIV de Shein avec les petits influenceurs avec lesquels il travaille est de 17 millions d'euros. Alors, qu'est-ce que le MIV? C'est le Media Impact Value. Je pense que c'est un truc qu'on a beaucoup vu, notamment en 2021, avec Lena Situation qui avait été nommée première influenceuse de France ou du monde avec la marque Dior. Et ça disait son MIV est à, je sais plus, 3 ou 4 millions d'euros. Ça veut dire que si Dior avait investi dans des campagnes de pub traditionnelles, c'est-à-dire radio, télévision, campagne d'affichage dans le métro, ils auraient eu le même impact qu'en faisant une collaboration avec Lena Situation, sachant que ça leur coûte beaucoup moins que 4 millions d'euros. C'est-à-dire que les marques, avec le marketing d'influence, sont gagnantes. Là, typiquement pour Shein, c'est encore plus impressionnant puisqu'ils envoient seulement des produits à des influenceurs. Comme ce sont des micro-influenceurs, ils ne vont pas forcément les payer. Ils vont juste leur donner des produits gratuitement. Produits, je le rappelle, qui ne valent rien du tout et qui ne leur coûtent pas cher du coup. Et ils vont leur envoyer pour qu'ils fassent des hauls, pour qu'ils présentent les vêtements à leur communauté, pour qu'ils leur donnent des codes promo. Et ensuite, il y aura autant d'impact que s'ils avaient investi 17 millions d'euros dans des campagnes de pub traditionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont gagnants financièrement. Quand une marque investit dans une campagne de pub traditionnelle, elle ne peut pas savoir le retour sur investissement qu'elle a eu. Par exemple, elle a investi 17 millions d'euros dans une pub. Elle ne peut pas savoir si les clients qui viennent sur son site viennent grâce à cette pub. Alors que là, avec les influenceurs, ils leur donnent des codes promo. Et quand un client rentre un code promo, on sait de quel influenceur il vient et ce que chaque influenceur a fait gagner à la marque. C'est pour leur collection de grande taille, du XL. En plus des robes, il doit produire 300 pantalons ce jour-là. Voilà une pièce finie. Celui-là est prêt. Et il ne doit pas y avoir de raté. Ces pantalons, ça peut passer. Shein contrôle la qualité des produits. On doit réussir son examen. Ils sont sévères? Très sévère. Un problème, tout est à refaire. Un client X. Ouais, alors là, en gros, ils sont chez un fournisseur de Shein qui leur fabrique les vêtements. Et ce fournisseur dit que Shein sont très sévères sur la qualité des vêtements. Alors moi, ça, je n'y crois pas du tout. Si vous regardez le reportage, vous voyez que Shein, ils produisent, c'est-à-dire entre la commande du vêtement au fournisseur et sa mise sur le site internet, il s'écoule entre 2 et 1 semaine. Comment, dans ce laps de temps, ils peuvent être très regardants sur la qualité des vêtements. J'ai travaillé au service achat de marques de fast fashion. Et comment ça se passe quand on est au service achat? En fait, les stylistes et les modélistes, donc les modélistes, c'est les personnes qui vont mesurer les vêtements, qui vont donner le patronage de chaque vêtement. Ils vont nous faire une fiche technique, ça va être un cahier des charges pour un vêtement donné. Imaginons qu'une marque X veut créer un t-shirt. Elle va donner les mesures de ce t-shirt, donc elle va faire un tableau avec la taille des manches, la taille du col, la taille globale du t-shirt, quel coloris elle veut pour le t-shirt, quel imprimé elle veut, est-ce qu'elle veut tel ou tel tissu, est-ce qu'elle veut du coton. Tout ça va être répertorié dans un tableau qu'on appelle fiche technique et cette fiche technique va être envoyée au fournisseur et ensuite le fournisseur va pouvoir négocier le prix qu'il va facturer à la marque de vêtements avec un acheteur ou un chef de produit. Et donc une fois que ce prix sera fixé, le fournisseur va commencer à produire des prototypes qu'il va envoyer à la marque et la marque vérifiera sur ces prototypes si le cahier
cahier des charges est respecté. Ça veut dire que le styliste va vérifier si c'est la bonne matière, le modéliste va vérifier si ce sont les bonnes mesures, le graphiste va vérifier si c'est le bon imprimé, si ce sont les bonnes couleurs. Dans certaines marques, le prototype va également être essayé sur un mannequin cabine pour voir s'il tombe bien. Bref, tout ça va prendre énormément de temps parce que, par exemple, moi quand je travaillais, on pouvait recevoir jusqu'à 30 colis par jour remplis de prototypes qu'on devait tous vérifier un à un. Donc ça veut dire que le styliste devait vérifier le prototype, ensuite il le donnait au graphiste qui le vérifiait. Enfin bref, c'était toute une chaîne qui était très longue. Et ensuite, il fallait qu'on fasse un retour au fournisseur, qu'on lui dise les commentaires qu'avait fait chacune des parties, en lui disant par exemple, telle couleur n'est pas respectée, il faudrait que ce soit plus rouge, tel imprimé est beaucoup trop grand, il faudrait qu'il fasse cette taille comme on l'avait demandé dans le cahier des charges. Une fois que les prototypes sont validés, on autorise le fournisseur à produire et ensuite il y a un deuxième contrôle qualité qui est fait, cette fois-ci pour vérifier si le vêtement tient bien au lavage, si les coutures tiennent bien, c'est-à-dire ils vont faire des tests d'étirement, ils vont faire des tests de délavage, ils vont faire des tests aussi avec les cartons pour voir si ils supportent bien la marchandise. Bref, si tout est bien conforme. Tout ça prend énormément de temps. Donc ça m'étonnerait que Shein, qui prend entre 2 jours et 1 semaine pour fabriquer un vêtement, soit très regardant sur la qualité, sachant que pour une marque de fast fashion lambda, ça prend entre minimum 3 semaines. Pour les plus longs, ça va être peut-être 8 semaines. Et le fait que Shein se vende uniquement sur Internet, ça leur fait gagner du temps. Et en plus, je pense qu'ils gagnent du temps sur le contrôle qualité. Après, je peux peut-être me tromper. Le seul moment où je pense que des entreprises comme Shein font très attention à la qualité de leurs vêtements, c'est quand elles font appel à des licences. Les licences, en fait, c'est avec typiquement des marques qui vont monétiser leur image via des produits dérivés comme des tasses, des t-shirts. Ça va être Disney, Marvel qui appartient aussi à Disney, tout comme Star Wars. Il y a aussi Nintendo avec Animal Crossing, Mario, Warner Bros avec Harry Potter ou encore les Looney Tunes. En fait, dès que vous voyez qu'il y a une marque sur un t-shirt qui n'est pas la marque dans laquelle vous avez acheté, ça a beaucoup de chances d'être une licence. Et en fait, les licences qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vendre leurs droits d'image à une certaine entreprise, mais sous certaines conditions. Ça veut dire qu'il faut respecter leur charte graphique, il y a une charte de qualité à faire respecter également, donc si ce ne sont pas les bonnes couleurs, la bonne taille de logo, etc., etc., la licence est un droit de refuser que vous commercialisez des produits dérivés en son nom. C'est pour ça qu'à ce moment-là, les marques font très attention à la qualité, puisque la licence a un droit de regard très strict, et en fait, ce que les marques vont faire, c'est qu'elles vont leur envoyer les prototypes, donc ça rajoute une étape au processus de vérification des prototypes, puisque la marque de vêtements va vérifier les prototypes, mais la licence aussi va vérifier ces prototypes pour voir si ça correspond à leur charte de qualité. Donc quand une marque travaille avec une licence, ça prend d'autant plus de temps. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la licence qui détient la marque des Rolling Stones a arrêté de travailler avec Shein. Je pense que la qualité n'était pas au rendez-vous et je pense aussi que ça entache l'image des Rolling Stones que de travailler avec une marque comme Shein qui est très controversée et pas si bien vue que ça par le public en général. Avant, Shein devait attendre des mois pour être fourni. À partir du moment où ils ont appliqué notre méthode de travail, ils ont réussi à réduire ce délai à 1 semaine. Ça comprend la commande, la fabrication jusqu'à l'arrivée dans les entrepôts. C'est ce que je disais, ils ne peuvent pas être regardants sur la qualité avec ce type de méthode, puisque là, typiquement, ce qu'on voit, c'est que ce que nous, on appelle le suivi de production, ça veut dire vérification de la qualité, de la vérification des matières, on va avoir le prototype entre les mains. Moi, j'ai l'impression que Shein, ils ne reçoivent même pas les prototypes qu'ils font faire, donc les vêtements qu'ils font faire, ils regardent tout de manière automatisée, ils vont voir si le fournisseur a commandé la matière, s'il a teint la matière, s'il a cousu la matière, s'il a imprimé la matière, s'il y a un imprimé, etc., etc. Tout va se faire par ordinateur, alors que chez des marques de fast fashion et même chez des marques lambda, il y a encore ce truc de il faut qu'on reçoive le prototype pour qu'on voit en temps réel si ça correspond exactement à ce qu'on a commandé. Exemple avec ce t-shirt. Celui-ci, vous le facturez combien? Ça, c'est 50 centimes d'euros. Ça fait combien? 50 centimes. Mais vous arrivez à faire une marge avec ce prix? Oui, je gagne à peu près 15 centimes par pièce. Donc là, le fournisseur est en train de dire dans le reportage qu'un certain t-shirt
coûterait 50 centimes à la marque. Donc il le facture 50 centimes à Shein qui ensuite le revendrait peut-être 5 euros. Là c'est un t-shirt qui est quand même pas très complexe mais quand même. C'est-à-dire qu'il y a un imprimé, qu'il y a plusieurs coloris, il y a une teinte de la matière, il y a ce qu'on appelle le rib, donc le col du t-shirt qui est coloré aussi. Tout ça, il le paye 50 centimes. Pour une marque de fast fashion lambda, un t-shirt comme ça coûte entre 2,50, je dirais entre 2,50 et 3 euros. C'est assez variable parce que le prix que la marque va payer au fournisseur dépendra d'où se situe le fournisseur dans le monde, évidemment. On ne va pas payer un même prix pour même un même t-shirt au Portugal ou en Chine. Ça va être beaucoup moins cher en Chine qu'au Portugal pour les raisons qu'on sait, c'est-à-dire qu'en Chine, les travailleurs sont beaucoup moins payés, ils travaillent dans des conditions qui laissent à désirer, voire qui sont inhumaines. Ils ont des horaires de travail extensibles et ils ne sont pas payés en heures sup. Donc tout ça fait que ça va impacter le prix du vêtement et ça, les marques le savent. Le prix que paye Shein aux fournisseurs est extrêmement bas. Déjà que 2,50 € pour des entreprises lambda de fast fashion, c'est rien du tout parce qu'il y a le coût environnemental, on en parlera beaucoup plus tard. Il y a le coût aussi humain, comme je vous l'ai dit, des conditions de travail qui ne sont pas toujours respectées. 50 centimes, c'est le prix, c'est même pas le prix d'un débardeur dans une marque de fast fashion lambda. Avec un pantalon, je touche 90 centimes d'euros. Je peux en faire 50. Vous voyez, déjà, ils travaillent pieds nus. Normalement, dans les usines, tu as des chaussures de sécurité. Donc là, déjà, on voit qu'ils travaillent pieds nus. En moyenne, il gagne 1 400 € par mois. Un salaire plutôt correct pour le pays. Mais pour arriver à ce niveau de rémunération, Liane doit produire de manière intensive. Eh bien, je commence à 9 h du matin et je finis à 11 h du soir ou minuit. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, non-stop. Entre 13 h et 14 h de travail quotidien, sans un jour de repos, contrairement au droit du travail chinois. Même pas le temps de quitter sa machine pour déjeuner. Suite à notre tournage, nous avons contacté la marque. Elle nous affirme ne pas autoriser ses usines à sous-traiter ses commandes. Ceci est une violation du code de conduite fournisseur établi par Shein. Notre programme d'approvisionnement responsable s'aligne sur les conventions de base de l'Organisation internationale du travail. Nous prenons des mesures immédiates si des manquements ou des violations sont constatés. Alors là, ils ont contacté la marque Shein parce que, en fait, un des fournisseurs avec qui travaille Shein a fait appel à un sous-traitant. Et ça, en fait, les fournisseurs, ils font appel à des sous-traitants parce qu'il y a énormément de quantités qui leur sont demandées de produire. Quand une marque fait appel à un fournisseur, elle doit faire un audit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir vérifier si les conditions de travail sont respectées, si tout est en ordre chez le fournisseur, si les machines sont aux normes, etc. etc. Et donc c'est quelque chose que les marques ne peuvent pas faire si le fournisseur fait appel à un sous-traitant. Parce que là, par exemple, typiquement, cet ouvrier qu'on voit, ses heures sup ne sont pas payées. Et en plus, il travaille pieds nus. Donc, il n'y a même pas de sécurité. Il mange là où il travaille. Enfin bref, tout n'est pas respecté. Et il faut savoir aussi que pendant les audits, ça peut arriver que les fournisseurs cachent typiquement ce qui ne va pas, ce qui n'est pas aux normes, aux auditeurs et donc aux marques de vêtements. Mais dire qu'ils ne sont pas au courant ou que ça les étonne, c'est assez hypocrite vu la charge de travail qu'ils mettent sur ces fournisseurs et les délais très courts qu'ils leur infligent. Par exemple, où j'ai travaillé, on pouvait discuter avec des fournisseurs jusqu'à, on va dire, 18 h chez nous. Mais chez eux, par exemple, il était, vu qu'il y a le décalage horaire, il était minuit, voire 1 h du matin, vu qu'ils se trouvaient en Asie. Donc on savait très bien qu'ils faisaient des heures sup. Donc c'est assez hypocrite de dire qu'ils ne savent pas que les conditions de travail ne sont pas respectées, que les fournisseurs font appel à des sous-traitants parce que la charge de production qui est mise sur leur dos est absolument astronomique. Et il faut savoir qu'en interne, la hiérarchie met la pression sur les acheteurs pour mettre la pression sur les fournisseurs pour qu'ils soient dans les temps. Et s'ils ne sont pas dans les temps, il faut savoir que les fournisseurs payent des pénalités. Ça peut aller de 5 à 10% pour 1 à 2 semaines de retard dans la production ou dans la livraison. Tout ça en fait participe au fait que les fournisseurs se fassent aider tout simplement par des sous-traitants parce qu'ils ne veulent pas perdre d'argent avec des pénalités ou perdre la relation qu'ils ont avec certaines marques qui leur apportent un certain chiffre d'affaires. Les clients Chine, ce qu'ils veulent, c'est de la nouveauté. Ils s'en fichent de la qualité.
quitte à s'acheter des vêtements à porter une fois avant de les jeter. Du coup, ils ont fait le choix du polyester. Ça coûte rien, ça, c'est 70 centimes, 1 euro le mètre maximum. Donc là, le polyester, c'est une fibre synthétique qui est très problématique en termes écologie et en termes humains, puisque pour faire du polyester, il faut 1,5 kg de pétrole pour 1 kg de polyester produit. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante après l'industrie pétrolière. Il y a des déchets qui sont reversés dans les rivières, dans des villages à proximité de certaines usines. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé liés par exemple au délavage du jean, à la teinture de certains vêtements, à l'eau qu'ils boivent qui n'est pas traitée suite au rejet de déchets. Tout ça en fait c'est le gros problème de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. C'est aussi les quantités qui sont produites qui ensuite ne sont absolument pas recyclés. Une fois que vous achetez vos vêtements et que par exemple vous les mettez, vous savez, dans les collectes, il y a une partie qui va repartir dans des associations, qui va repartir pour le stock de certaines friperies. La partie des vêtements qui sont les plus abîmés vont ensuite être rejetés dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Amérique latine, revendus sur des marchés, mais parfois ça ne pourra même pas être revendu parce que les vêtements sont dans un tel état et donc ça s'amoncelle sur les plages. On continue toujours à produire des quantités astronomiques. Je vous disais par exemple que nous on recevait jusqu'à 30 cartons remplis de vêtements pour évaluer la qualité des prototypes, rien que dans la fast fashion. Avec la responsable mode, ils se sont eux aussi penchés sur le site de Shein. Et ils se sont rendus compte que la marque scrutait les réseaux sociaux à la recherche des dernières tendances. Descend le top patchwork violet, c'est tout à fait dans l'air du temps. On a tous les codes, on a le jean taille haute, on a les ongles extrêmement longs avec une manucure très caractéristique. Le patchwork de couleurs, c'est des choses qu'on a beaucoup repérées. Exemple, avec une robe très particulière que l'on trouve partout sur les réseaux sociaux. Elle est satinée, avec des bretelles spaghetti et un col fluide. Quand on regarde sur le site du e-commerçant chinois, on en trouve des centaines. Alors, là, la stratégie de Shein pour aller très vite au niveau des collections, c'est aussi de scruter les réseaux sociaux. Beaucoup pensent qu'ils ont des algorithmes qui vont étudier les posts qui sont le plus en tendance, les posts qui ont le plus d'engagement, et donc ils vont reprendre les tendances des réseaux sociaux pour les sortir sur leur site, et tout ça en un temps record. Ce que font aussi les marques de fast fashion, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les réseaux sociaux, mais là où c'est très différent de Shein, c'est que les marques de fast fashion, non seulement elles vont scruter les réseaux sociaux, les tendances, Pinterest, etc., mais elles vont aussi aller dans les défilés, elles vont aller dans les marques concurrentes, dans les magasins concurrents pour voir ce qu'il se fait. Si eux, ils ont sorti telle tendance en avance, eh bien la marque va se précipiter pour sortir la même tendance dans des délais très courts. Donc pour ça, ils vont faire appel à des fournisseurs qui se trouvent proches de leur siège, donc par exemple le Portugal, l'Italie, comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo. Mais aussi, ils vont aller dans les showrooms, ils vont aller à l'étranger, ils vont regarder un petit peu partout. Et donc tout ça, ça va être fait par les stylistes et par les acheteurs qui vont ensuite pouvoir construire la collection ensemble par rapport à la veille concurrentielle qu'ils ont fait. Tout ça aussi prend énormément de temps, et là où Shein gagne du temps, c'est que eux regardent directement les réseaux sociaux et ils ne se posent pas de questions. Dès qu'il y a une tendance qui sort, ils la mettent en ligne sur leur site. Et je pense que c'est très différent de la fast fashion, parce que nous, quand il y avait une tendance qui sortait, on pouvait parfois être très frileux, parce que quelque chose qui est tendance sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que ça va se vendre comme des petits pains dans la vraie vie. Imaginons un top qui est très échancré ou un top qui est très crop, ne va pas forcément avoir le même impact qu'il a sur les réseaux sociaux dans la vraie vie. Donc ce qu'on va faire une marque qui va être frileuse par rapport à ce type de tendance, eh bien ils vont demander à un fournisseur qui se trouve proche de leur siège de faire un prototype très rapidement, une toute petite production de cette tendance qu'ils vont mettre en magasin ou en ligne. Ça va être par exemple 50 pièces, et ils vont voir comment ces 50 pièces s'écoulent. Et sachant que le fournisseur aura déjà le patronage, il aura déjà le vêtement de fait, eh bien ils n'auront qu'à débloquer la production si les 50 pièces s'écoulent très rapidement. Et à contrario, si les 50 pièces ne s'écoulent pas rapidement, eh bien ils vont tout simplement stopper la production et on n'entendra plus parler de cette pièce. Et donc ce que va faire la marque Shein, je pense, comme beaucoup de marques de fast fashion, ils vont faire des patronages types pour certaines catégories de vêtements.
Il y aura un patronage pour, par exemple, la robe fluide, si on sait que c'est une tendance qui revient tout le temps. Il y aura un patronage pour un certain t-shirt, etc. Ces patronages, ils vont l'envoyer à tous leurs fournisseurs pour qu'ils puissent développer le vêtement en amont et ensuite, ils n'auront qu'à activer les productions chez chacun des fournisseurs. Si jamais c'est une tendance qui revient, ils auront déjà le patronage et ils sauront déjà comment produire le vêtement et ils pourront le reproduire aussi à l'identique en changeant le tissu, en changeant l'imprimé, en changeant le coloris. Enfin bref, c'est pour ça que les collections sont très étoffées sur des sites de fast fashion ou sur le site Shein. Si vous regardez bien les sites comme Boohoo, etc., parfois c'est les mêmes robes, le même design de robe. Ce sont juste les matières et les imprimés qui changent d'une collection à l'autre. Voilà, c'est celle qui est copiée, c'est la blouse Angèle, donc manche bouffante avec un col avec des broderies et le petit nœud. En fait, celle-là, elle regroupe tout et c'est celle-là qui est le plus copiée sur Shein. Alors là, c'est le gros problème aussi de Shein, c'est qu'ils copient des petits créateurs. Là où la fast fashion, ils peuvent copier des marques de luxe, en général, pour se protéger, ce qu'ils font, ils vont essayer de faire cette différence avec le vêtement qu'ils vont copier chez des grandes marques, etc. Ils vont aussi copier des petites marques. Là, chez Shein, ils vont non seulement copier des grandes marques, mais eux, ils ne s'infligent même pas cette différence avec le vêtement copié. Et ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont copier des petits créateurs. Comme ça, ils vont s'assurer que ce sont des gens ou des entreprises qui ne peuvent pas les poursuivre vu qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'engager des grands avocats face aux géants Shein. Tout ça en fait est très problématique puisque des gens qui mettent du temps, qui investissent de l'argent pour faire des produits de qualité, qui parfois le font eux-mêmes, ce sont des auto-entrepreneurs ou qui ont des tout petits ateliers avec des couturières qui font tout à la main, peuvent se retrouver être copiés à moindre coût par un site comme Shein et donc ça peut considérablement réduire leur part de marché. C'est une stratégie de Shein qui tout simplement vise à reproduire tout ce qui peut être tendance sur les réseaux sociaux, y compris les petites marques émergentes. Donc là, typiquement, c'est Maison Cléo qui en fait les frais, mais il y en a eu énormément d'autres, notamment dans le thème du tricot. Vous savez, il y a beaucoup de petites marques ou même de filles tout simplement qui font des tricots à la commande et que Shein ne se cache pas du tout de copier et ils savent très bien qu'ils ne risquent rien contrairement à copier une marque comme Dior, etc. qui peut les poursuivre en justice. Et ce que les marques font aussi, et j'espère que je ne vais pas avoir de problème en le disant, mais tout simplement ils vont dans les magasins, ils achètent des produits, ils les envoient aux fournisseurs et ils leur disent faites la même chose avec cette différence ou peu importe. Ça leur évite de faire des fiches techniques vu qu'ils ont déjà la couleur du vêtement, ils ont déjà les mesures, etc. etc. puisqu'ils ont pris une pièce d'un concurrent qu'ils ont envoyée aux fournisseurs. Je ne cite personne. Et donc plus ils vont vite, plus ils peuvent mettre des tendances en magasin et sachant que les tendances parfois c'est à l'instant T, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de copies dans la fast fashion et dans l'ultra fast fashion. Il faut savoir que les employés qui travaillent dans la fast fashion et dans l'ultra fast fashion, parfois ils ont ce qu'on appelle une dissonance cognitive, ça veut dire qu'il y a un non-alignement entre leurs valeurs, ce qu'on leur fait faire, ce qu'ils font aussi de leur plein gré, parce qu'il ne faut pas se dédouaner de tout, mais ce qu'ils font faire aux fournisseurs, la pression que la hiérarchie demande de mettre aux fournisseurs, les quantités astronomiques de vêtements qui sont reçus, qui sont produites, le gaspillage qui est fait, parce que quand un prototype est vérifié, parfois il est jeté parce qu'on va le découper, donc il ne sera plus utilisable. Il y a énormément de gaspillage qui est fait, et parfois vous avez même des gens qui travaillent dans l'ultra fast fashion, mais qui sont écolos. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vraiment écolos, mais c'est juste parfois vous vous êtes engagé dans cette voie-là et vous vous rendez compte de tous les problèmes qu'il y a, mais d'un point de vue économique, c'est très difficile de démissionner parce qu'on a des loyers, etc., etc. Tout ça est très complexe. Moi, c'est typiquement pour ça que j'ai décidé de ne plus travailler là-dedans, notamment pour la pression qu'on met sur les employés, la pression qu'on met sur les fournisseurs, l'hypocrisie qui y règne. Il y a aussi de très belles personnes qui travaillent là-dedans. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à regarder une autre vidéo que j'ai faite sur le scandale Balenciaga et tout ce qui va derrière. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour toujours plus de mode et de pop culture et prenez soin de vous.